Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus. Place à l'info du week-end avec à la une ce soir un dispositif pour sécuriser la zone économique de Jarry pendant les vacances. Les autorités avec l'appui de la gendarmerie vont renforcer les contrôles et pour davantage d'efficacité, elles déploieront un drone comme moyen de surveillance. Dans le monde agricole, la campagne sucrière arrive bientôt à son terme et la récolte n'est pas satisfaisante. La production est en baisse et c'est une déception pour toute la chaîne canne-sucre. À Saint-Martin, les patrons rencontrent les pouvoirs publics, un échange où les questions de continuité territoriale, d'énergie renouvelable ou encore des aides ont été abordées. Ils se sont accordés sur des priorités pour l'île. Là où on danse, 3e édition de ce carrefour artistique proposé par la chorégraphe Léna Blue. Des ateliers pour tous animés par des duos inédits entre des danseurs et des artistes issus d'autres disciplines. Un mois de rencontres et de conférences. On en parle dans quelques instants avec l'invité de ce journal. Il s'agit de Léna Blue. L'idée avait déjà été expérimentée, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, durant le West Indies Green Festival. Sécuriser un lieu ou un événement avec des drones. Eh bien, les autorités vont à nouveau utiliser ce moyen de surveillance dans la zone de Jarry durant les vacances. Jarry qui concentre à la fois des commerces et des établissements de nuit et où la délinquance s'exprime parfois. Ludivine Guiolé-Oulac, Ludovic Guédu. Avec ses milliers de commerces et d'entreprises industrielles, Jarry est la plus importante zone économique de la Guadeloupe. Une zone, véritable tentation pour d'éventuels cambriolages et autres actes de délinquance. Surtout pendant les vacances, où les bars et boîtes de nuit sont très fréquentés. Maintenant, de plus en plus à Jarry, ça bouge, et ça bouge le soir. Donc c'est sûr que ça ramène des clients, mais tout ce qui ramène des clients peut ramener aussi à des côtés négatifs. Une période particulière où les contrôles des forces de l'ordre seront renforcés, appuyés cette année, et c'est une nouveauté, par des drones. Il y a un décret qui vient d'être pris cette année et qui autorise, pour des raisons de prévention de la délinquance, des survols de drones dans des zones qui sont sujettes à la délinquance ou au cambriolage. On n'est pas dans une surveillance particulière de lieux ou de personnes, absolument pas. On est simplement dans de la prévention. Lors de déploiement de forces de gendarmerie, eh bien, on aura ce dispositif qui appuiera les patrouilles en déplacement pour pouvoir les orienter éventuellement sur des individus suspects ou des événements suspects. Une surveillance aérienne qui rassure les commerçants. C'est bien parce que parfois quand les personnes voient la police arriver, ils savent qu'il faut bien se tenir. Avec les drones, on voit un peu plus loin. Et je pense que le déplacement après de la gendarmerie, des forces de l'ordre, ce sera plus rapide. Les drones seront ainsi déployés sur la zone de Jarry jusqu'au 3 septembre. Le procureur de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, est sur le départ. Après 3 années en Guadeloupe, il quitte ses fonctions. Il vient d'être nommé inspecteur général au ministère de la Justice à Paris. Et c'est une procureure qui devrait bientôt le remplacer. Des précisions avec Michael Bastide. À la tête du parquet Point-3 depuis janvier 2020, le procureur de la République a eu la charge du pôle criminel en Guadeloupe. Durant plus de 3 ans et demi, il a mené de nombreuses opérations de lutte contre toutes les formes de délinquance. Homicides, trafic d'armes et de drogue, délinquance routière. Son séjour en Guadeloupe aura été marqué par l'affaire dite des grands frères, suite aux mouvements sociaux et aux émeutes de rue en novembre et décembre 2021. 8 personnes avaient été arrêtées et mises en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée et extorsion de fonds. 3 sont encore en détention provisoire, dont un policier. À 56 ans, Patrick Desjardins devrait prendre ses nouvelles fonctions à la rentrée prochaine à Paris, où il a été nommé inspecteur général au ministère de la Justice. Sa remplaçante, Caroline Gossen-Calbo, est actuellement procureure de Saint-Pierre à La Réunion. En bref, un séisme a secoué notre île et surtout Saint-Martin et Saint-Barthélemy cet après-midi. Vous l'avez peut-être ressenti, c'était à 16h28 précisément, une secousse de 6,9 sur l'échelle de Richter. L'épicentre a été localisé à 277 km au nord-est de Saint-Barthélemy et à 10 km de profondeur. Pas de dégâts enregistrés. Je vous le disais en titre, la saison sucrière touche à sa fin. Elle a démarré, on s'en rappelle, avec beaucoup de retard en raison des négociations du prix de la tonne de canne. Une campagne décevante, la récolte est en baisse, mais aussi et surtout parce que le taux de richesse saccharine est très bas cette année. On fait le point avec Alexandre Ouda et Christian Danquin. Didier a décidé de devenir producteur de canne il y a 3 ans.
Pour que le rendement des 6 hectares de son exploitation puisse se maintenir, il a dû investir dans des études de sol et de meilleurs fertilisants. Mais malgré tous ces efforts, cette saison cannière 2023 s'annonce délicate. Concernant le prix d'achat de la canne à neuf de richesse dans notre bassin et d'une manière globale pour la Guadeloupe, très peu de planteurs pourront être payés, pourront prétendre à ce prix qui est de 109 €, voire 130 €, 130 € maximum. Très peu. Donc cette campagne sucrière, elle est catastrophique. La situation est alarmante selon vous? Plus qu'alarmante, elle est en crise. Nous sommes pratiquement comme on regarde la télé chaque soir, nous sommes en guerre là actuellement pour pouvoir survivre. Un discours alarmiste qui fait référence à la pauvreté de la teneur en sucre cette année. Selon la direction de la sucrerie de Gardel, les cannes de cette saison ne présentent en moyenne qu'une valeur légèrement supérieure à 8 en richesse saccharine, alors qu'elles devraient normalement se maintenir à 9. Il s'agit là du plus mauvais taux enregistré depuis 2007, en raison notamment de la quantité supérieure de pluie observée cette année et du retard de près d'un mois du lancement de la campagne. Pour l'UDECAG, qui représente près de 700 planteurs sur la Basse-Terre, la situation est dramatique. Le moral n'est pas au beau fixe, parce qu'en fait, ils vivent la chose. Moi, en tant que SICA, je reçois les recettes des quatorzaines, je vois les richesses passer, je vois les tonnages passer. Et moi, je m'attends à des résultats sur le plan financier catastrophiques. 2022 n'a pas été une bonne année. Si on continue ainsi, ça va être difficile pour la suite. La campagne sucrière devrait se terminer le 9 août prochain, avec 406 000 tonnes de cannes qui devraient être récoltées. Et Marie-Galante s'en sort un tout petit peu mieux, même si la récolte reste en dessous des prévisions. Elle est supérieure à l'année dernière, 52 754 tonnes de cannes broyées en 2023. C'est 23% de plus par rapport à 2022. Et vous le voyez, les chiffres, on attendait 52 817 tonnes pour les prévisions basses. Enfin, le taux de richesse saccharine est à 8,8. À La Réunion, la campagne sucrière va démarrer avec beaucoup de retard, là aussi. La coupe n'aura lieu que dans un mois et à cette période d'ordinaire, les fleurs de canne sont bien visibles dans les champs. Et si c'est moins le cas, eh bien c'est à cause de nouvelles variétés, comme nous l'expliquent Michel Bertil et Alex Catherine. À Sainte-Marie, tous les champs, ou presque, ne sont pas à la veille de la campagne montée en fleurs. Car une canne qui fleurit est une canne qui arrête de croître, ce qui ne fait pas l'affaire des planteurs. À Aircan, les ingénieurs agronomes vont aussi, dans leur travail de sélection, privilégier davantage les variétés sans inflorescence. Une variété actuellement qui fleurit, elle fleurit naturellement entre mai et juillet. Donc c'est potentiellement une variété qui est intéressante à couper en début de campagne. Mais si vous récoltez cette variété en novembre, en décembre, c'est une variété qui aura complètement arrêté de pousser justement entre juillet et novembre-décembre. Ici, depuis 1929, les chercheurs créent des variétés qui s'adaptent au terrain, au climat et aux besoins des planteurs. Ces derniers sont demandeurs de cannes robustes, riches en sucre et résistantes aux maladies. Il sort chaque année des laboratoires pas moins de 100 000 variétés différentes qui vont aller dans 7 stations expérimentales d'Aircan réparties sur l'île. On les teste chez nous. Pour 90% sont des mauvaises variétés, donc il s'agit de faire le tri. Et à l'issue de 15 ans de sélection, une fois qu'on a identifié une ou deux variétés intéressantes, on les propose aux planteurs. Éventuellement, on a des planteurs partenaires qui finissent de nous aider à faire le choix si on a éventuellement 2-3 variétés qui ont des comportements assez proches. Aircan a aujourd'hui un catalogue de 11 variétés à proposer aux planteurs, dont la R579 qui occupe une large partie des 22 000 hectares dévolus à la canne. La R586 récemment libérée s'adapte, elle, plutôt bien au haut de l'Ouest. Enfin, une variété prometteuse a dû être abandonnée en 2020 en raison de l'apparition de la rouille orangée, la R587. Une rencontre inhabituelle pour des échanges constructifs, c'est ce qui ressort d'un petit déjeuner qui a réuni le monde économique, l'État et la collectivité de Saint-Martin. Les attentes des patrons sont fortes, surtout dans le contexte mondial actuel. Les pouvoirs publics, eux, promettent de réagir. Hervé Pédurand. La formule d'un échange direct avec les pouvoirs publics plaît à des patrons qui ont le moral, mais qui conditionnent l'avenir de Saint-Martin à la résolution d'une série de problématiques. D'où les questions nombreuses et précises à leurs partenaires avec qui ils partagent les clés du développement. Ce n'est pas une surprise pour le président de la collectivité.
C'est dit clairement que voilà la réalité saint-martinoise au jour d'aujourd'hui. Mais ce sont des dossiers sur lesquels nous allons nous pencher avec sérieux et avec détermination parce qu'il faut aider la population, il faut aider les porteurs de projets à se prendre en charge et à aller de l'avant. Aller de l'avant demande du temps pour réduire les délais de paiement de la commande publique et favoriser les entreprises locales sur les grands chantiers à venir ou pour espérer s'approvisionner moins cher en carburant en dehors du circuit européen. Et ce n'est pas tout. Si on prend la continuité territoriale, c'est un vrai souci pour nos îles et les îles du Nord en particulier. Si on prend tout ce qui est énergie renouvelable, c'est pour les 8 prochaines années, c'est un plan qui va impacter tous nos services. Il va falloir réapprendre et former des techniciens et des ouvriers pour apprendre tout ce qui est le photovoltaïque et ainsi de suite. La flambée des prix dans le transport aérien de fret ou de passagers inquiète aussi les entrepreneurs. Outre les compagnies régionales, l'attitude d'Air France, aujourd'hui seule à relier Saint-Martin à l'Hexagone, interpelle l'État. Je connais beaucoup de gens qui ne rentreront pas en Hexagone pendant l'été compte tenu de l'augmentation des prix. Donc on est préoccupé effectivement par cela et on souhaiterait pouvoir en discuter avec Air France pour comprendre leur politique tarifaire. Patrons et pouvoirs publics s'accordent globalement sur les priorités à prendre en compte pour un développement concerté de Saint-Martin, à condition d'y apporter des réponses concrètes. Ils avaient voulu redonner un élan à la librairie Générale Jazor, mais les repreneurs se sont heurtés à des difficultés et des désaccords avec l'ancien propriétaire. Les acquéreurs racontent leur déception et leur désillusion dans un documentaire, Cette hygiène-là, une démarche que Michael Bastide et Ronnie Maletti décryptent pour nous. Ils nous ouvrent les portes de leur mésaventure. Le documentaire Cette hygiène-là et la librairie Générale, de l'espoir à la désillusion depuis la reprise de la librairie familiale Jazor. Je vois mes parents, je leur dis je vais peut-être reprendre une société, la librairie Générale. Et c'est quand je vois la réaction de mon père. Et là je me dis ça commence à être même si les gars me l'ont expliqué, mon père il me dit quoi et la librairie Générale, c'est ça que vous allez reprendre? Je dis ouais. Jusqu'à la bataille judiciaire entre anciens propriétaires et acquéreurs. Ces messieurs et dames que je vous présente ici, donc Olmol au grand complet. L'esprit de famille et de solidarité a fait défaut. Les procédures judiciaires s'enlisent depuis 3 ans. Le film éclaire sur la démarche initiale et la réalité de ces jeunes entrepreneurs. Quand on nous a proposé un projet, une belle histoire, de comment quelque chose qui allait, une entité culturelle, économique de la Guadeloupe qui allait avoir 70 ans pouvait continuer. Mais rien ne se passe comme prévu. 3 des 4 enseignes librairie Générale ont fermé. Le site de Jarry reste ouvert, mais l'avenir semble incertain pour la vingtaine d'employés. Le temps de la justice, malheureusement, n'est ni le temps des hommes, ni le temps des entreprises. Et c'est pour ça que tout le long et jusqu'à présent, on a essayé d'enclencher un dialogue avec les protagonistes et qu'on n'a malheureusement jamais réussi à le faire. On souhaite que les gens puissent apprendre de ce qu'on a vécu, pour que ce genre de situation ne se reproduise pas, parce qu'on ne peut pas se permettre en fait ce genre de situation dans l'état du pays d'aujourd'hui. Cette hygiène-là et la librairie Générale est un documentaire de 49 minutes où les 4 associés racontent un drame humain et économique, malgré leur détermination à vouloir entreprendre chez eux en Guadeloupe. Un documentaire que vous pouvez voir sur le site internet de la librairie ainsi que sur YouTube. En bref, on a appris le décès de Georges Baden, militant indépendantiste et membre fondateur du GONG. Il avait fait partie des militants arrêtés puis incarcérés à Paris dans le cadre des événements de mai 67. Georges Baden était âgé de 92 ans. La culture à présent avec ces rendez-vous artistiques proposés par Lena Blue. C'est la 3e édition de La Won't Dance. Pendant tout le mois de juillet, la chorégraphe invite le public à participer à des ateliers de danse pas comme les autres au studio La Fabrique. Chaque semaine, un danseur croise son expérience avec un artiste, un auteur, un plasticien, un acteur ou un poète, des binômes inédits et des échanges très riches. L'invité de ce journal, c'est Lena Blue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour en parler. Alors, ça a commencé la semaine dernière avec Xavier Chasseur-Daniel, danseur donc, et Max Ripon, poète. Alors, on attaque cette fois la semaine avec 2 nouveaux artistes, Anaïs Verspan, plasticienne, et puis Claudie Gatineau, qui est danseuse. Cette transversalité, cette synergie,
elle est inédite, en tout cas en ce qui concerne les arts. Oui, je crois que c'est ce concept, parce qu'en fait, mon rôle au sein de la Fabrique, l'association, c'est de proposer en fait mes compétences, mes idées. Et donc, je trouve que encore, malgré nous, entre artistes, c'est quand même relativement séparé malgré tous les efforts. Et en fait, c'est permettre au plus grand nombre, tant les enfants, parce que le public, il est vraiment comme le lait rose, la ronde à lait rose, tout le monde a le droit de venir. Et ça permet, dès le gamin de 7 ans ou la personne âgée ou le jeune adulte ou l'adolescent, de pouvoir toucher de manière expérimentale, je dirais, c'est une expérience humaine, mais tout de suite de voir le lien qu'il pourrait y avoir entre danse et peinture, comme cette semaine c'est le deuxième La Ronde avec Claudie Gatineau qui nous vient de France, chorégraphe, et Anaïs Verspan, et je trouve que c'est inédit dans la mesure que le principe du La Ronde, c'est que ces deux artistes ne se connaissent pas. Alors j'allais y venir. C'est ça, c'est qu'ils ne se connaissent absolument pas, les artistes, et ils doivent mener ensemble l'atelier. Alors on croise les regards et on crée. Ouais, vraiment c'est ça, parce qu'en fait Anaïs et Claudie se sont vus pour la première fois à 16h30, c'est-à-dire à l'heure où démarre le La Ronde, avec des gens qu'ils ne connaissent pas. En fait, c'est des enseignements de ma culture Gros-Cas. J'en ai tiré des enseignements, et c'est vrai que ma casquette de chercheur ou chercheuse, je ne sais plus qu'est-ce qu'on dit, me permet finalement de le réhabiliter. Et finalement, c'est extrêmement innovant. Les artistes internationaux me disent, ils n'ont jamais vu ça. Qu'en même temps, on propose danse-peinture, danse-théâtre, danse-littérature. Et c'est un exercice pas simple pour les artistes de pouvoir, entre guillemets, être en synergie et de pouvoir créer ensemble avec des corps en présence de tous âges, de tout milieu, de tout niveau. On ne demande pas d'expertise. C'est vraiment l'enseignement du lait rose qu'on propose. On a le sentiment justement que vous êtes en permanence en train de chercher, d'innover des concepts. Chaque semaine se termine par une conférence. Il n'y a pas que les labos ateliers. Et là, on sort de la sphère élitiste. Tout le monde y a accès. C'est vraiment votre volonté que les personnalités, finalement, parlent de leurs travaux et de leurs recherches au plus grand nombre. Oui, en fait, juste pour préciser, le La Ronde a trois filières, j'ai envie de dire 3 voies artistiques. Les ateliers, pour ceux qui veulent expérimenter avec leur corps, s'essayer, parce que c'est vraiment un laboratoire. On finit ce workshop, ce stage danse-peinture, le vendredi. Les 2 artistes proposent une restitution, donc on invite le public, on peut venir regarder l'art, on peut pratiquer l'art. Et le samedi, le La Ronde se conclut toujours par une conférence. Et là, quand je dis conférence, on parle de séminaire, c'est vrai, généralement, c'est dans un entre-soi, entre chercheurs, voilà. Et j'imagine que le grand public ne se sent pas légitime d'aller où il pense qu'il n'a pas l'intelligence pour. Et en fait, nous, on inverse la situation. Ce sont les chercheurs qui viennent. C'est-à-dire, le programme du La Ronde, tous les artistes, tous les chercheurs sont de haute facture. Donc, par exemple, samedi dernier, on avait le professeur Anna Kessa, qui est musicologue. Ce samedi, on a la doyenne de l'Université de Washington, Dr Gladys Francis. L'autre samedi, on a... oh mon Dieu, qui est doctorant en théâtre, Gilbert Lomort, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de montrer l'artiste, il est créateur, mais il est aussi chercheur. De la qualité, on l'a bien compris. Et c'est l'élite qui vient, j'ai envie de dire, qui descend au niveau du peuple. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, mais on le répète, il n'y a pas de niveau attendu, c'est vraiment éclectique. C'est pour les petits, les grands. Même moi, par exemple, je peux venir me joindre à vous. Absolument, parce qu'en fait, je me rends compte que malgré tous les efforts, tant des institutions, tant des artistes, de ramener l'art au plus près, ça reste quand même une frontière qui parfois est infranchissable. Les gens pensent qu'ils n'ont pas accès à ça. Soit il faut être riche, soit il faut être intelligent. Pour la danse, il faut être mince, il faut être souple. Enfin, il y a pas mal d'imaginaires qui sont totalement... c'est complètement faux, mais comment persuader les gens que c'est un droit naturel d'accéder à l'art. Et donc, le La Ronde, il est vraiment conçu dans cet esprit. Donc, c'est pour ça, par rapport à un stage de danse, on demande les niveaux. Là, c'est ouvert à tout le monde. Très bien. En tout cas, voilà, tout le monde est invité à y participer et on invite justement le public à se rapprocher de l'association La Fabrique. Merci beaucoup, Léna Blou, d'être venue nous parler de cette 3e édition de La Ronde Danse. Merci.
Allez, on part maintenant en Martinique où le Tour cycliste fait vibrer les amateurs de la Petite Reine depuis quelques jours. L'étape du jour est remportée à la Trinité par le Martiniquais Laurent Néror. Team Gédimat après un sprint disputé contre Nicolas Brimontier de la team Citroën Chartres. Et puis Norman Latouche en 3e position. Le maillot jaune change d'épaule et passe sur celle de Guillaume Blois-Borio. Notez que le Tour de la Martinique est rediffusé en fin de soirée sur notre antenne pour tous les amateurs. Chez nous, le Traditour, une belle course de canot à voile traditionnel. 3e étape ce lundi remportée pour la seconde fois consécutive par Grand Port Caraïbes. Claude Tellier qui barrait le canot a su tirer profit des alizés. Une météo qui n'a pas forcément rendu la remontée facile entre Bémont et Port-Louis. Les conditions étaient musclées. 5 équipages d'ailleurs n'ont pas réussi à franchir la ligne d'arrivée. On écoute maintenant le vainqueur du jour au micro de Jean-Marie Mavounzi. On s'est raté après Fajou et le vent est rentré du nord. Et les bateaux qui étaient dans le nord, ils sont revenus comme des boulets de canon. On s'est retrouvé en 2e position après ce canal. On n'a pas perdu espoir parce qu'il y a ça là quand même était prenable. Et notre petit canal est pour lui. On leur a fait la victoire. Mais on est content parce qu'on a beaucoup travaillé. On s'est bien battu parce qu'aujourd'hui le vent n'était pas à 20 nœuds, il était à plus de 20 nœuds. Il y a eu du vent aujourd'hui. Il y avait des grosses rafales aussi. Il y a des rafales à plus de 23 nœuds. Nous on a regardé, on disait plus de 23 nœuds. C'était chaud quand même aujourd'hui. Voilà, et pour tout savoir sur cette journée à 20h, ne manquez pas Carnet de bord préparé par nos équipes et présenté par Yael Selbonne. Et justement, cette année, le Traditour prend un virage vert. Les organisateurs affirment leur engagement en faveur de l'environnement et veulent réduire l'impact de la course sur la nature avec un geste fort, notamment les bouteilles en plastique sont bannies. Voyez le reportage de Yael Selbonne et Ronnie Maletti. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va et vous? Vous allez bien, prête? On récupère les bouteilles d'eau, vous savez ça? Super. Il est 7h30 du matin lorsque Falmata Satel a rappelé les gestes citoyens éco-responsables aux navigants. Les bouteilles en plastique, vous les avez déjà utilisées? Bouteilles d'eau, emballages, autres contenants à usage unique, rien ne doit être laissé sur le village de départ. Objectif, réduire l'impact de la manifestation sur l'environnement. Le Traditour, on a voulu qu'il soit vraiment éco-responsable. On a été appuyé par le parc national pour éviter justement cette pollution en mer avec les bouteilles en plastique qui tombent souvent lorsqu'on dessale. Donc on a proposé à chacun un camel bag. Le camel bag, d'une capacité de 3 litres d'eau et d'une durée de vie de 3 ans, a été pensé soigneusement. Sa fermeture a été siliconée afin d'éviter la rouille lors de la navigation. Pour la première fois cette année, ce petit sac à dos remplace les bouteilles en plastique interdites dans les embarcations. Alors, c'était quel équipage? Le MACT. Okay, un dispositif bien rodé par cette brigade verte. Les règles ont été données à chaque équipage plusieurs jours avant la compétition. Dans un premier temps, récupérer donc, lors de l'émargement un pack de 6 bouteilles. Ensuite, donc, ils les vident dans les camel bags qu'on leur a donnés, qui vont normalement, du coup, on l'espère, durer 3 ans. Et ensuite, donc, c'est soit ils viennent nous les redonner, donc 6 bouteilles, soit on vient donc, les chercher s'ils sont trop occupés. Le numéro 21. Alors 21, ah je les avais pas encore récupérés. Donc vous en avez ramené combien? 2, 3, 4, 5. 5. Alors il y en a une dernière normalement là. Des gestes éco-responsables rapidement assimilés par les navigants dès le jour 1 de la compétition. Non mais aujourd'hui on les veut. Hein. Ou presque. Le fait de compter les bouteilles à la fin, là, c'est super. Comme ça, on est sûr que vraiment, il n'y a rien qui est relâché dans la mer. C'est important d'être vraiment conscient de ça, de faire super attention, surtout sur une grosse manifestation autour de la mer. Et les couilles aussi, pareil, belle initiative. Ça fait travailler les marchés locaux et donc c'est super. Hein. C'est de l'artisanat, c'est très beau et ça fait partie de la tradition aussi. Une fois décomptées et mises en sac, toutes les bouteilles repartiront vers un centre de tri des déchets aux Abîmes. Un bel exemple. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, c'est ce dispositif pour sécuriser la zone économique de Jarry pendant les vacances. Les autorités, avec l'appui de la gendarmerie, vont renforcer les contrôles et pour davantage d'efficacité, elles déploieront un drone comme moyen de surveillance. Dans un instant, le Traditour. Retour de l'info demain matin en radio, 6h avec Sébastien Gilles. Nous, on se retrouve demain soir à 19h30. D'ici là, très belle soirée à tous et merci.